J'ai l'impression qu'à force de jouer régulièrement, sur une période assez longue, beaucoup de joueurs finissent fatalement par tomber dans un travers. Un changement dans notre manière d'aborder les jeux qui arrive tellement progressivement qu'on ne s'en rend même pas compte. Et si vous voyez déjà de quoi je parle, c'est peut-être que vous êtes déjà tombé dedans. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais aujourd'hui, je vous propose une petite thérapie, et aussi une analyse d'un élément aussi génial que problématique. Un bon jeu vidéo doit divertir. Rien de nouveau jusque-là, je le répète depuis un moment maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment chaque proposition de jeu définit le divertissement, et quelle forme il peut prendre. Quand on demande aux studios dont le jeu est un succès, qu'est-ce qui fait la recette de leur réussite, les concepteurs répondent souvent quelque chose de simple. C'est un trait de leur personnalité et de leurs envies qui a pris vie sous la forme d'un jeu, quand ce n'est pas tout simplement l'envie de développer le jeu auquel ils ont toujours voulu jouer. Octopus Traveler en est un exemple, ou encore plus fou que ça, Monkey Craft, à propos de Yeah, you want those games right, so here you go, now let's see you clear them, qui derrière ce titre étonnamment court, regroupe une compilation de jeux que vous pouvez voir dans des pubs pour ces soi-disant jeux, qui sont souvent des gouffres à monétisation quand ce ne sont pas juste des scams. Eh bien Maya Ito, producteur chez Monkey Craft, est le premier client de ce genre de jeu. C'est avec un collectif de 50 personnes que sa vision est devenue réalité. On peut aussi parler d'Eric Barron, alias Concerned Ape, qui expliquait que derrière Stardew Valley se cache un amour de Harvest Moon, et de ce sentiment de bien-être à ne pas partir dans une grande aventure, mais plutôt de rester chez soi, dans un environnement où l'on a le contrôle. Et puis il a aussi dit qu'il considérait pas son jeu comme cosy. C'est assez curieux, c'est comme si cette info aurait pu être abordée il y a pas longtemps. Le hasard, hein. Toute cette aparté pour finalement embrayer sur le fait que l'amusement ne se définit qu'au travers de celui qui a la manette en main. Et quand bien même je pense personnellement que le divertissement que l'on achète se quantifie par l'expérience proposée, ce n'est pas une opinion généralisée. Pour vous, qu'est-ce qui provoque l'achat d'un jeu, et surtout, qu'est-ce qui justifie qu'à la fin, cet argent était bien investi? Le fun? Le fait d'avoir vécu quelque chose de nouveau? Il n'y a pas de mauvaise réponse ici. Sauf qu'au fur et à mesure des années, et notamment à une période où des licences fortes sortaient très régulièrement, on a tous vu une certaine tendance à mesurer le ratio temps de jeu par l'argent investi. Un jeu considéré comme honnête doit avoisiner le 1€ par heure de jeu proposé. Call of Duty, par exemple, avait tendance à proposer des campagnes de 6-7 heures de jeu pour un prix de 50€. Ce qui ramène le ratio à environ 7,14€ l'heure de jeu, si on ne prend pas en compte les modes en ligne. Autant vous dire que les joueurs sont assez rapidement montés au créneau quand une expérience avait un ratio de ce genre. Et si on a l'impression que pour un studio, vendre un jeu court au prix fort est plutôt rentable, paradoxalement, engager un joueur pour un long moment dans un titre était tout de même une démarche bien plus pertinente, et ce avant même l'émergence des jeux-services. Parce qu'un joueur qui ne se contente pas de survoler le jeu est plus à même d'acheter des DLC ou des futurs produits d'une même licence. Si le temps devient une valeur mesurable et un facteur d'engagement, dans ce cas, les développeurs ont intérêt à nous donner des raisons de rester. Alors que l'open world était encore un concept assez peu exploité, et que certains studios s'essayent à des designs douteux pour prolonger artificiellement la durée de vie d'un jeu. Oui, on te voit, Sonic Heroes, toi et tes 4 campagnes avec ces niveaux qui sont à peine modifiés. Une solution bien plus élégante est apparue. Une solution qui peut parfaitement répondre à la volonté de consommer les jeux au maximum. Les succès. Ou trophées, en fonction de votre plateforme. Un indicateur de réussite qui prend la forme d'une petite notification indiquant que vous venez de réaliser un objectif fixé par les développeurs. Ce sont des sortes de petites récompenses qui vont permettre de féliciter un joueur pour certaines actions qui peuvent aller de simplement suivre l'histoire à la réalisation de hauts faits plutôt compliqués à réaliser. Si ce qu'on appelle la complétion à 100% existait déjà avant ces derniers, les succès ont rajouté la notion de platine, qui est appelée ainsi car les trophées sur PlayStation sont organisés par rang. Bronze pour les trophées les plus courants, jusqu'à or pour les trophées les plus rares. Le platine, lui, est attribué quand tous les autres trophées ont été débloqués. C'est donc une motivation supplémentaire pour les joueurs qui souhaitent passer plus de temps sur un jeu, de se consacrer à des tâches secondaires, profiter du contenu, afin de réellement venir à bout de celui-ci. L'avantage des succès, c'est qu'ils permettent de mettre en lumière du contenu qu'on pourrait rater en temps normal, comme des boss cachés ou des zones optionnelles. On peut aussi donner des objectifs supplémentaires pour réaliser des exploits, et montrer qu'on maîtrise réellement le jeu. Parfois, c'est même l'occasion de proposer une autre façon de jouer. Je pense ici à Dishonored, qui propose des succès pour terminer le jeu sans tuer qui que ce soit et sans se faire repérer. Ce qui donne également lieu à 2 trophées différents, car une run pacifiste et une run létale mènent à 2 fins différentes. Je pense d'ailleurs que c'est là que les succès brillent vraiment. Au-delà de montrer du contenu que l'on peut rater, ils récompensent le joueur en lui montrant une profondeur de gameplay qui permet d'aborder le jeu d'une autre manière. Baldur's Gate 3, lui, vous invite à profiter de toute la narration existante. Le jeu prenant plusieurs embranchements narratifs différents, il est impossible de tout voir en une seule run. Alors les succès peuvent être un levier pour inciter un joueur à rejouer l'aventure,
même si cette dernière demande un investissement de temps conséquent. Donc c'est plutôt sympa, c'est l'occasion de jouer à des jeux et de vraiment profiter de tout le contenu, et même de se challenger pour réaliser des actions parfois difficiles. Mais si je disais précédemment que les designs peuvent parfois rallonger artificiellement la durée de vie, certains succès n'échappent pas non plus à ce problème. On a par exemple le fait de débloquer toutes les compétences d'un arbre de talent pour notre personnage, procédé qui nécessite parfois de farmer les points d'expérience au-delà de la simple progression naturelle que le jeu propose. Cumulé à du contenu dupliqué sur des vastes open world, il n'est pas surprenant désormais si vous voulez platiner un jeu de devoir ramasser les incalculables collectibles disséminés sur une map gigantesque. Cela dit, elle a au moins l'avantage d'être revisitable, car dans des structures de jeux découpées en niveaux, rater un collectible, c'est parfois dire adieu aux platines. Dernièrement dans cet exemple, Mousepi for Hire a trouvé une pirouette plutôt intéressante. Le jeu consiste en une succession de niveaux remplis de secrets, où il faut parfois avoir le nez vraiment fin pour trouver certains collectibles, et il n'est malheureusement pas possible de relancer un niveau spécifique une fois terminé. Mais le jeu vous permet aussi de trouver de l'argent. À la fin de chaque niveau, et ce jusqu'à un point de non-retour, vous retournez dans un hub où il sera possible d'acheter des éléments ratés dans une boutique moyennant finance. Alors il ne faudra pas tout rater parce que l'argent ne suivra clairement pas, mais si vous explorez suffisamment, en rater un ou deux de temps en temps ne sera pas un problème. En revanche, ce jeu montre aussi un aspect plus grind qui respecte moins votre temps. Parmi les collectibles, il y a des cartes de baseball, parce que le jeu propose un mini-jeu basé sur celle-ci. Le but sera de vous construire un deck solide et de tenter de battre une IA sur un mini-jeu de baseball où il faut grossièrement avoir un plus gros chiffre que la carte d'en face. Une fois votre deck suffisamment étoffé, ce ne sera pas si compliqué. Mais il y a tout de même une part de hasard, ce qui ne serait pas si gênant s'il n'existait pas un succès qui demande de remporter 30 matchs. Sachant qu'un match dure environ 3-4 minutes, avec impossibilité d'accélérer les animations, un complétionniste devra donc passer potentiellement 2 heures sur ce mode. Et c'est sans compter sur le fait que chaque match coûte de l'argent. Donc il faut également s'assurer d'avoir au moins 1500 $ en partant du principe que vous les gagnez tous. J'espère que vous n'avez pas trop raté de collectibles. Comprenez bien, j'ai aucun problème avec le fait d'avoir un mini-jeu de ce genre. L'idée est bonne, mais le gameplay n'est pas d'une profondeur à toute épreuve. En tout cas pas assez pour justifier d'y consacrer autant de temps. Et ici, on ne parle que de 2 heures de votre temps. Alors imaginez quand on vous demande juste de jouer pendant 100 heures sur un jeu qui n'a clairement pas autant de contenu à proposer. Et non, rester dans le menu principal ne compte pas. Malgré une volonté de rendre certains grinds moins pénibles et surtout de proposer des expériences plus justes pour les joueurs, certains jeux ont toujours quelques idées discutables. C'est pourquoi on peut parfois constater beaucoup de frustration de la part des joueurs sur certains succès particulièrement chronophages et pas très fun à débloquer. Et je sais très bien ce que vous allez me dire. Si c'est pénible, pourquoi tu le fais ? Je vous ai dit au tout début qu'à force de jouer, on tombe dans un travers. Eh bien ça y est, on est en plein dedans. Et les succès ne sont en fait que la partie visible d'un problème plus large. Mais la question est tout de même légitime. Pourquoi on chasse les succès avec autant d'intensité ? Si les succès étaient quelque chose de très orienté console, cela fait un bon moment maintenant que Steam et même Epic Games Store ont embrayé le pas sur PC. Difficile de nos jours de ne pas voir ces petites icônes qui n'attendent que d'être débloquées, d'autant plus que les statistiques de déblocage sont présentes. Ce qui en plus d'être un bon indicateur de complétion pour les studios, est aussi un moyen de se dire « Si 80% des joueurs l'ont fait, alors moi aussi je peux le faire. » Et aussi, attends, il n'y a même pas 1% des joueurs qui ont fait ça ? Et je veux en être. Et je ne sais pas pour vous, mais je vois Steam comme une plateforme qui va au-delà du simple fait d'être un magasin. Il y a une vraie dynamique sociale et une impression que nos exploits sont visibles. On peut littéralement exposer une vitrine de succès sur notre profil, et chaque récapitulatif annuel vous rappelle vos exploits. Alors évidemment que la tentation de briller est forte. D'un autre côté, il y a le son caractéristique de la récompense et la satisfaction d'avoir complété entièrement quelque chose. Une satisfaction qui va de pair avec l'effet Zeigarnik. Pour le définir, je pourrais vous dire que mes premières phrases dans cette vidéo sont littéralement faites pour le provoquer chez vous. Si je vous montre cette image aussi par exemple, votre cerveau va naturellement chercher à comprendre ce qu'il manque, parce qu'une information incomplète reste plus présente dans notre esprit qu'une information terminée. C'est ça l'idée derrière l'effet Zeigarnik. Les tâches ou objectifs non complétés ont tendance à rester actifs dans notre mémoire. Et c'est aussi pour ça qu'un objectif laissé en suspens peut continuer à nous trotter dans la tête, parfois jusqu'à créer une forme de frustration. Cependant, un autre phénomène entre également en jeu. Sortons quelques minutes des succès et imaginons que l'on est au cinéma. Vous payez votre ticket pour voir un film et il a coûté un montant conséquent. Quant à moi, il se trouve que par hasard, j'ai reçu un ticket gratuit pour voir le même film. C'est ma vidéo, alors autant que je me fasse plaisir, hein. En plus, c'est vous qui vouliez le voir en IMAX le film, donc maintenant vous assumez. Hein. Bref, au milieu du film, vous et moi on se rend compte qu'il est vraiment, mais alors vraiment mauvais. Personnellement, moi ça me gonfle, alors je m'en vais. Et en me voyant, la perspective de faire la même chose vous passe par la tête.
soudainement, il y a plusieurs raisons qui vous empêchent potentiellement de le faire. Ça fait déjà une bonne heure que le film a commencé, il finira peut-être bientôt, peut-être que vous ne voulez pas déranger les gens à côté de vous, mais la raison principale, c'est que vous avez mis le prix dans un ticket et que vous comptez bien le rentabiliser. Pourtant, d'un point de vue rationnel, vous et moi, on paye le même prix en s'en allant. Et de toute manière, vous n'allez pas pouvoir vous faire rembourser. Vous venez d'expérimenter le phénomène des coûts irrécupérables. Phénomène qui apparaît aussi souvent dans les casinos ou dans les entreprises qui continuent d'investir à perte dans certains projets. Les coûts irrécupérables sont l'idée que plus on investit de temps, d'argent ou d'efforts dans quelque chose, plus on a tendance à vouloir continuer, même si la décision rationnelle serait d'arrêter. Dans notre cas, si on remplace l'argent par du temps, imaginez l'entêtement auquel on peut s'adonner quand il ne reste plus qu'un succès à faire pour platiner un jeu, même si ce succès a un arrière-goût de très mauvais film. Si vous vous reconnaissez là-dedans, sachez que je suis moi-même tombé dans ces travers et que ça va même plus loin. Il y a vraiment un moment où faire tous les succès est devenu un automatisme, quand bien même le jeu ne me plaisait pas à ce point. Alors certes, j'achète quand même un jeu en étant conscient de ce à quoi je vais jouer, mais je ne sais pas d'avance quels sont les succès et s'ils seront fun à réaliser. En parlant d'achat, si j'avais le choix entre un jeu avec des succès et un jeu sans, ces petites récompenses étaient devenues un vrai penchant dans la balance. Même les succès les plus pénibles et chronophages y passaient. Le plaisir de jeu était juste remplacé par la satisfaction de voir une barre de progression complète. C'est comme ça que je suis rentré dans une période que d'autres joueurs ont vécue. La transformation du divertissement en de l'optimisation pure et dure. Ce moment où la question « est-ce que j'ai envie de faire ça ?» n'est plus posée. Pour moi, ce sont les succès. Pour d'autres, c'est le besoin de faire un build optimal, de jouer avec un guide, même si vous découvrez le jeu, de regarder des tier lists, quel est le meilleur objet et comment le trouver, quelle est la meilleure fin et comment l'obtenir. Et il n'y a aucun mal à avoir recours à tout ça. Mais, quand l'optimisation devient le réflexe par défaut avant d'expérimenter, on n'explore plus un jeu, on ne se laisse plus surprendre, on veut juste en atteindre le bout, potentiellement très rapidement, et en s'assurant de relancer le moins de parties possible pour terminer les succès. Sauf qu'en faisant ça, on ne découvre pas la surprise et le fun qui peut se cacher derrière certains contenus, mais surtout, à vouloir optimiser le fun, on finit par enlever tout ce qui peut rendre chaque moment de jeu mémorable. Lorsque cette optimisation atteint un rythme de croisière, il est difficile de savoir à quel moment on a vraiment aimé un jeu. Vous vous êtes sans doute occupé, videz la tête, mais est-ce que vous vous êtes vraiment amusé? Ouais, ça peut en arriver là. Mais heureusement, je suis personnellement sorti de ce travers, et j'ai l'impression de parler de ça comme si c'était une addiction. Je vous rassure, ce n'en est pas une. Ce comportement relève plus de la mauvaise habitude qui s'installe petit à petit et qui demande de prendre un certain recul. La quantité toujours grandissante de jeux qui sort et le temps libre pour jouer diminuant, c'est pas si bizarre de vouloir jouer de manière efficace. Je suis tombé sur une vidéo d'un certain Shirt qui s'appelle Stop Playing Game Efficiently et qui aborde un peu ces travers dont nous avons parlé. Et il n'y a qu'à lire les commentaires en dessous pour se rendre compte que, tout d'abord, quand on joue beaucoup, c'est une chose qui arrive naturellement, et deuxièmement, que l'on peut faire quelque chose pour réapprendre à jouer de manière plus saine. Dans les grandes lignes, cette vidéo vous invite surtout à jouer avant d'avoir consommé toute l'information autour du jeu. Le moteur principal doit être la curiosité, comme quand on allait dans un magasin et qu'on achetait un jeu à la jaquette. Et surtout à être patient, parce que c'est devenu très facile de trouver les réponses. On enlève les guides, les conseils pour bien démarrer, on ne regarde pas non plus les succès, on prend le temps d'explorer et de ne pas regarder la solution à un puzzle après 5 minutes à bloquer dessus. Tout le point de la vidéo est surtout de retrouver une façon saine de consommer les jeux durant votre temps libre. Et bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts. Mais à vouloir parfaire chaque aventure, on perd le côté unique et personnel que ces dernières proposent. Et pour ceux qui suivent souvent mes vidéos, vous savez que je cite à peu près à chaque fois Zelda et Outer Wilds, alors on ne va pas déroger à la règle. Ces deux jeux reposent principalement sur la découverte et l'aventure sans indication. Imaginez 2 secondes comment lire un guide et se priver de la possibilité de faire vos choix ruine complètement l'intention de base de ces deux exemples. Surtout dans des jeux où la valeur vient du moment où on comprend quelque chose par nous-mêmes. Et comme je parle aussi des succès, Outer Wilds est justement un exemple parfait de jeu qui, en dehors de quelques succès, invite surtout le joueur à faire des exploits qui n'ont rien à voir avec l'aventure principale, ce qui rend ces derniers très secondaires, et à la fois un bon moteur de motivation pour ceux qui souhaitent réellement s'investir plus longtemps dans l'aventure. Et c'est vrai qu'il y a quand même un certain sentiment d'accomplissement à se poser sur la station solaire manuellement. Mais c'est finalement quand on ne s'attend pas à recevoir une récompense que celle-ci fait réellement du sens. Comme on l'a vu dans la vidéo sur le challenge, le danger de la récompense c'est surtout quand la motivation intrinsèque devient extrinsèque, ou quand jouer pour le plaisir devient soudainement un acte intéressé. Cette vidéo s'adresse surtout à une minorité de joueurs qui jouent beaucoup, et à beaucoup de jeux différents, ce qui ne représente en réalité vraiment pas tant de monde. Mais pour cette partie de la population, on peut parfois constater un sentiment de frustration et d'impression que le jeu vidéo ne satisfait plus autant qu'avant. Sauf que ce ne sont pas forcément les jeux qui ont changé. Donc, non. Les succès ne sont pas le mal, les guides et n'importe quel contenu rattaché à un jeu non plus. Il y a des joueurs qui prennent plaisir à jouer avec un guide à côté d'eux, et c'est complètement sain.
La morale serait plutôt de ne pas laisser ces contenus décider de ce qui mérite votre attention. Il n'y a aucun mal à se renseigner sur ce que l'on consomme, tant que cela n'altère pas notre façon d'appréhender le média, et par ça j'entends quand vouloir tout savoir devient un automatisme qui ruine la surprise. C'est difficile de nos jours de ne pas prêter attention à tout ce contenu, avec l'avalanche de jeux qui sortent chaque mois, mais dans un climat où tout s'accélère, on veut naturellement suivre la cadence en allant toujours de plus en plus vite. Sauf que c'est pas tenable. Et ce phénomène ne se limite pas aux jeux vidéo. On le retrouve aussi dans notre manière de consommer d'autres médias, où tout pousse à aller plus vite, optimiser, en voir plus. En ayant pris du recul, est-ce que ça va m'empêcher de platiner des jeux? Absolument pas. Mais je décide de reprendre le contrôle sur quel jeu mérite vraiment que je m'investisse, plutôt que de passer en pilote automatique et de transformer une aventure en une checklist. Et au fond, on ne perd pas vraiment son temps en explorant un jeu. On en perd surtout quand on oublie de le faire. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je sais que c'est un sujet un peu particulier, mais je pense que ça peut aider ceux qui se sentent concernés. Quand une industrie cherche à comprendre ce qui retient l'attention des joueurs, elle développe des systèmes qui encouragent l'engagement. Ce n'est pas forcément un problème, mais ça rend encore plus important le fait de prendre du recul sur notre façon de jouer. Rassurez-vous, comme je le disais, c'est quelque chose qui arrive naturellement quand on aime beaucoup les jeux vidéo. La question n'est pas d'arrêter de vouloir compléter un jeu ou de chercher à progresser, mais simplement de ne pas oublier pourquoi on a commencé à jouer. D'ailleurs, pendant l'écriture de cette vidéo, je jouais à Crosscode et j'ai obtenu un succès qui pouvait pas mieux tomber. En ne cherchant pas forcément à faire du succès, j'ai été récompensé de la plus belle des manières, tout en me rassurant sur le fait qu'il n'y a pas de succès pour le speedrun du jeu. C'est peut-être un signe du destin, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire ou sur Blue Sky. En attendant, prenez soin de vous, ne regardez pas trop les succès, et prenez le temps.